Nous allons consacrer 2 numéros à la Syrie. Alors j'ai beaucoup hésité à vous proposer des dessous des cartes sur la situation dans ce pays, d'abord parce qu'elle est mouvante et en permanence, et ensuite parce que bien sûr c'est très difficile d'être neutre, d'être objectif. Donc nous allons revenir aux fondamentaux en étudiant l'histoire, les hommes, l'économie, la nation, et justement pourquoi elle explose. Et puis dans un prochain numéro, nous verrons la situation régionale et internationale pour essayer de comprendre qui soutient qui. La Syrie est au Moyen-Orient. Le pays a pour voisins le Liban, Israël, la Jordanie, l'Irak et la Turquie. Donc par cette géographie, on voit bien que la Syrie est au carrefour de plusieurs mondes. Méditerranéen, égyptien, mésopotamien, anatolien, sans oublier l'influence de la Perse à l'est et de l'Arabie au sud. Donc le territoire syrien a été pendant longtemps un lieu de passage, d'invasion et de conquête. Depuis le XVIe siècle avant notre ère, la région a été successivement sous la domination de l'Égypte pharaonique, des Hittites, des Assyriens, de la Perse de Cyrus, d'Alexandre le Grand, des Romains ou encore des Byzantins, jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle religion, l'islam. Maintenant, changeons d'échelle pour mieux comprendre. Cette carte nous montre l'extension des empires byzantins et perses sassanides au début du 7e siècle de notre ère. Plus au sud, autour de la ville de Médine, apparaît une nouvelle force politique et religieuse, l'islam, qui va bouleverser la région et même l'histoire. En une décennie, cette nouvelle croyance parvient à rallier une grande partie des tribus arabes de la péninsule. L'empereur byzantin décide alors de contrer l'avancée musulmane. En août 636, une bataille s'engage entre les deux armées près du fleuve Yarmouk. Les Byzantins sont vaincus, perdant près de 100 000 hommes en 5 jours. La bataille du Yarmouk, on le voit sur la carte, met fin à la domination byzantine en Syrie et ouvre la voie à l'expansion de l'islam hors de la péninsule arabique. À partir de 661, la dynastie des Omeyyades repousse encore les frontières du monde musulman. Les Omeyyades font de Damas la capitale de leur immense empire qui s'étend désormais de l'Espagne jusqu'à l'Indus. En 750, la dynastie des Omeyyades est renversée par celle des Abbassides. Le centre du monde musulman se déplace alors vers l'est. Bagdad devient la nouvelle capitale de l'empire, Damas n'étant plus qu'une simple métropole provinciale. Poursuivons notre survol de l'histoire syrienne en regardant non plus une carte mais cette enluminure. Elle est extraite du récit des croisades de Guillaume de Tyr. En haut de l'image sont figurés 3 rois chrétiens. Ce sont les rois de France, de Germanie, de Jérusalem. Et plus bas, leurs armées attaquent une ville. C'est Damas. Nous sommes le 24 juillet 1148 et en 4 jours, les armées croisées vont être anéanties. Eh bien, cette défaite des chrétiens est importante car elle met fin à la seconde croisade et surtout à l'idée que les royaumes chrétiens étaient invincibles. Et puis il y a aussi Saladin, un chef d'origine kurde, qui parvient à unifier les musulmans de Syrie et d'Égypte et à reprendre Jérusalem aux croisés. Damas regagne pour un temps le statut de capitale, celle de la dynastie des Ayyoubides. Autre étape à retenir en Syrie, la longue présence ottomane. En 1516, les Ottomans annexent la région et ils vont y rester pendant près de 400 ans jusqu'au début du XXe siècle. Et en 1914, lors du premier conflit mondial, les Ottomans font alliance avec l'Allemagne, ce qui va en fait précipiter le démembrement de l'Empire. Dès 1916, Paris et Londres anticipent la fin de la guerre et signent un accord secret qui est préparé par 2 diplomates, le français Georges Picot et le britannique Sykes, et cet accord prévoit, à l'issue de la guerre, un découpage du Moyen-Orient en 5 zones. Regardez la carte originale qui a servi de base à l'accord. 2 zones en bleu et rouge, placées sous administration directe de la France et de la Grande-Bretagne, et puis 2 zones sous influence, la zone A, sous influence française, et la zone B, sous influence britannique, et enfin la Palestine et les lieux saints étant placés sous régime international. À la fin de la guerre, cette influence franco-britannique est confirmée par la Société des Nations. Regardez cet atlas de l'époque. En 1920, la France se voit attribuer l'exercice d'un mandat sur le Liban et la Syrie, alors que la Grande-Bretagne devient puissance mandataire en Palestine, en Transjordanie et en Irak. Et dès cette date,
les autorités françaises procèdent à un redécoupage de ces territoires avec la création, on le voit bien sur l'Atlas, du Grand Liban, de l'État de Damas, de l'État d'Alep, de l'État des Alaouites, puis de l'État de Djebel Druze en 1921, et enfin du territoire du Sandjak d'Alexandrette en 1923. Alors évidemment, cette fragmentation signifie pour les nationalistes syriens la fin du projet d'une grande Syrie unifiée. D'autant plus qu'en 1926, le Grand Liban devient la République libanaise. Et en 1939, le Sandjak d'Alexandrette est cédé par la France à la Turquie pour tenter de tenir Ankara éloigné d'une alliance avec l'Allemagne nazie. Le mandat français en Syrie cesse 2 ans plus tard, en 1941, et la Syrie devient indépendante en 1946 et s'établit donc dans cette enveloppe territoriale qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors on l'a compris, l'histoire syrienne est longue, elle est complexe, et elle a bien évidemment contribué à forger la composition ethnique et religieuse du pays. Alors justement, qui sont les Syriens? La Syrie est peuplée à 90% d'Arabes, mais l'on trouve également des Kurdes dans le nord du pays et des Arméniens, principalement à Alep et à Damas. L'islam est la religion majoritaire, 70% des Syriens sont de tradition sunnite, 3% sont chiites, il y a aussi des chrétiens et des druzes, et enfin il y a la communauté alaouite qui représente 13% de la population. Issue du chiisme, cette communauté est méprisée par les autres musulmans et même considérée comme hérétique, tant par les sunnites que par les chiites. Eh bien, c'est pourtant une famille issue de cette minorité, la famille Assad, qui dirige le pays depuis 1971, c'est-à-dire depuis à peu près 40 ans. Voyons comment les choses se sont passées. Un membre de cette famille, Hafez el-Assad, adhère au parti Baas, le parti socialiste de la Renaissance arabe, qui vient tout juste d'être créé. Il a alors 16 ans, puis il entre dans l'armée, seul moyen pour un alaouite de faire des études supérieures. En s'appuyant tantôt sur le politique, tantôt sur le militaire, il va finir par imposer ses idées, d'abord au parti Baas au début des années 60, puis au sein de l'armée syrienne, devenant chef d'état-major de l'armée de l'air en 1964. 2 ans plus tard, à la faveur d'un coup d'État fomenté par le parti Baas, Hafez el-Assad devient ministre de la Défense. Il continue alors sa marche vers le pouvoir, éliminant tous ses rivaux, y compris alaouites. Et le 13 novembre 1970, au terme d'un nouveau coup d'État, il prend le pouvoir. Il se présente alors comme le correcteur des excès de la période précédente, ce qui lui vaut une certaine popularité. Le 12 mars 1971, il devient président de la Syrie, élu au suffrage universel. S'ensuivront près de 30 années de pouvoir autoritaire et répressif, dont l'un des plus terribles épisodes est l'écrasement de la révolte des frères musulmans dans la ville de Hama en 1982. Environ 20 000 personnes auraient été tuées lors de ces affrontements. À la mort de Hafez el-Assad en juin 2000, son fils Bachar lui succède. Et là, en 10 années de pouvoir, ni en termes économiques, ni en matière de liberté publique, la situation du peuple syrien ne s'améliore. À partir de mars 2011, en écho au printemps arabe, les Syriens manifestent dans la rue, réclamant davantage de démocratie et de liberté. Alors on trouve plusieurs facteurs qui expliquent ces révoltes. Le premier facteur, c'est la jeunesse. En 1950, la Syrie comptait 3 millions d'habitants. Aujourd'hui, les Syriens sont plus de 22 millions et 56% de la population a moins de 25 ans. Le taux d'alphabétisation est proche de 95%, mais les écoles, les universités, que l'on voit ici sur la carte, sont débordées et forment des jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. Un tiers des moins de 25 ans est aujourd'hui au chômage. Autre facteur, le développement économique. La Syrie est un pays avant tout rural, l'agriculture compte pour près de 23% du PIB, le pays dispose aussi de quelques ressources en hydrocarbures, le pétrole et le gaz, et malgré des tentatives de libéralisation et d'ouverture, le développement économique a touché de manière très inégale les différentes régions du pays. Il y a ainsi de fortes inégalités entre des grandes villes qui sont des pôles industriels et des villes et des régions délaissées par le pouvoir central et qui n'ont pas bénéficié du développement économique du pays. Ces villes, on le voit sur la carte, se situent principalement dans les territoires peuplés par des populations sunnites ou chiites. Eh bien, c'est dans cette partie du territoire que va se dessiner pour une large part la géographie de la contestation syrienne.
Le soulèvement a commencé dans la ville de Deraa le 15 mars 2011. Cette ville agricole fait partie des villes oubliées par le mouvement de libéralisation économique de la fin des années 90. Ensuite, la révolte s'est étendue à d'autres villes et banlieues défavorisées, jusqu'à se généraliser à l'ensemble du pays. Voilà, tous ces éléments permettent de mesurer que cette révolte ne naît pas de rien, ni d'un coup de tête, ni même d'un coup de force. Il y a la jeunesse des Syriens, le bon taux de scolarisation, le chômage qui est élevé, les inégalités, et plusieurs inégalités, entre régions, entre villes et campagnes, entre les Alaouites et les autres communautés. Alors tout cela explique l'étincelle, puis la propagation et la durée de l'incendie. Sauf que contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, ce soulèvement ne débouche pas sur un changement de gouvernement. Alors dans un prochain dessous des cartes, j'essaierai de vous expliquer pourquoi la situation régionale et internationale est si compliquée autour du drame syrien, pourquoi une intervention militaire est si difficile à concevoir et à mettre sur pied, et enfin qui soutient qui et en fonction de quel calcul. Alors vous pouvez lire le dossier de l'histoire, la Syrie depuis 5000 ans, paru en mai 2012, et puis le livre de Michel Seurat, Syrie, l'état de barbarie, paru au PUF.